LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. Si je vous pose la question suivante, quel est le point commun entre insuffisance rénale, diabète, hypertension, Alzheimer? Eh bien la réponse c'est que ce sont toutes des maladies chroniques et invalidantes et elles concernent 12 millions de personnes en France aujourd'hui. Alors ces maladies chroniques, elles sont très lourdes à supporter pour les patients et elles sont très coûteuses à supporter pour la collectivité. Regardez ce chiffre, le ministère des Finances a publié un rapport selon lequel elles concerneraient 20 millions de personnes à l'horizon 2025. Alors, quelles conséquences cela aura-t-il sur notre système de santé? Et puis, quelles solutions peut-on apporter à cette équation complexe? Eh bien, ces deux questions, on va tout de suite les poser à notre invité, professeur Grimaldi. André Grimaldi est professeur émérite d'endocrinologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il y a été chef du service de diabétologie. Il défend l'idée que notre système de santé n'est pas adapté à la prise en charge des maladies chroniques. Bonjour professeur Grimaldi. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau pour parler des maladies chroniques. Alors il y en a une trentaine, on va en parler dans le détail tout à l'heure. Elles sont toutes assez différentes. Si vous deviez dégager un point commun entre toutes ces pathologies, vous diriez que... La chronicité, c'est-à-dire le temps. Et j'ajouterais, la vie ne sera jamais plus comme avant. Il y a une rupture, c'est pour toujours. Désormais, vous serez différent des autres. Et on le verra tout à l'heure très concrètement d'ailleurs dans les reportages, on y reviendra aussi avec vous. Alors si on pose le sujet ensemble aujourd'hui, c'est que leur coût pour la collectivité est de plus en plus lourd et qu'on s'interroge ensemble sur la façon de l'affronter. C'est plus lourd parce que on vieillit, on le sait, c'est formidable, mais du coup la chronicité ou le temps pendant lequel s'installe la maladie est plus long, donc c'est plus coûteux. Oui, on peut dire il y ça a comme l'âge, ça. on peut dire ça comme ça, mais on peut dire aussi, nous avons des facteurs d'environnement et de comportement délétères. L'obésité n'est pas liée au vieillissement. Elle touche des gens très jeunes. Elle touche des pays en voie de développement, la Chine de manière considérable, mais des pays très développés, les USA. L'obésité est la raison pour laquelle l'espérance de vie a diminué 2 fois de suite aux USA. L'obésité et ses conséquences, le diabète, les complications cardiovasculaires. Donc, dans la plus grande puissance mondiale, la plus haute technologie médicale, l'espérance de vie n'augmente pas mais diminue. Bon, donc voilà, et là c'est des phénomènes d'environnement et des phénomènes de comportement. On est au cœur du sujet. Je vous propose qu'on regarde justement comment déjà la médecine elle-même, l'organisation de la médecine, du corps médical, cherche des solutions pour alléger cette facture qui pose problème et face à laquelle évidemment il y a des grosses différences de propositions de solutions. On regarde ce sujet de Clémentine Gardet. On se retrouve juste après, professeur. À tout de suite. Jean-Claude a 70 ans. Depuis 2 ans, ses reins ne fonctionnent plus. Bon allez, on y va. Alors, 3 fois par semaine, il doit prendre ce taxi-ambulance pour faire une dialyse. Il y a encore 2 ans, Jean-Claude aurait dû se rendre à Saint-Brieuc, à 30 km de chez lui. C'est là que se trouve le médecin spécialiste le plus proche. 1h30 de trajet aller-retour, coût pour l'assurance maladie, 105 €. Cela fait 16 380 € par an. Au lieu de cela, aujourd'hui, Jean-Claude ne fera que 5 minutes de route, pour 50 €. On est déjà arrivé? Oui. Bon, d'habitude, on va vous dire, on met un peu plus de temps, mais on s'arrête au café. En fait, Jean-Claude reste à Guingamp.
Il va dans un centre relais pour dialyser, juste à côté de chez lui. Salut mon camarade. Ça va, on peut aller. Hein. Cette économie est possible grâce à ceci. Un médecin un peu particulier qui l'attend pour un rendez-vous à distance. Qui va bien. Bonjour monsieur Charas. De l'autre côté de l'écran, le néphrologue de Saint-Brieuc. Il a été vu le 24 février avec Dr Frégard en consultation. Il va superviser la séance de dialyse depuis Saint-Brieuc. Ouais. Au revoir docteur. Oui, pour moi, oui, c'est comme une consultation de face à face. Hein, c'est avec le docteur. Le docteur a tous les éléments sur son ordinateur. Pendant la dialyse, les données de Jean-Claude sont transmises en temps réel au médecin. Donc le temps de dialyse, la durée de dialyse, après les pressions au niveau de l'abord vasculaire. Et toutes les données des 8 patients qu'on a à Guingamp sont transférées à l'hôpital de Saint-Brieuc. Bilan sur l'année avec ce système, plus de 8 000 € d'économie par an et par patient en frais de transport. Mais alors, pourquoi ne pas étendre ce type de dispositif? La télésurveillance peut-elle s'appliquer à d'autres maladies chroniques? Réponse à quand? Bernard est insuffisant cardiaque. Et plutôt que de lui envoyer une infirmière à domicile, eh bien on lui a confié cette drôle de tablette. Aidé par sa femme, chaque matin, c'est le même rituel. 63 kilos. Avez-vous des vertiges? Non. J'ouvre la ligne, j'attends une réponse du serveur. Je dors maintenant. À l'autre bout de la ligne, les résultats sont consultés directement par l'infirmière de Bernard à l'hôpital. Alors, monsieur Follin, donc, alarme jaune ce matin. Donc, on va regarder pourquoi. Ah, son traitement a été modifié dans les 15 derniers jours. Donc, du coup, je vais appeler monsieur Follin et lui demander qu'est-ce qui a changé dans son traitement. Bonjour madame Follin, comment allez-vous? Bon, c'est Frédéric. On a appelé parce que j'ai vu que vous aviez changé votre traitement. Pas que votre mari. Les patients ainsi surveillés sont pris en charge plus rapidement en cas d'anomalie. Bilan, les hospitalisations sont réduites de moitié. À 800 € la nuit, le calcul est vite fait. Le système a un autre avantage. Il permet de suivre plus de malades dans le même laps de temps. Bonjour. Bonjour. Vous avez rendez-vous avec qui? Docteur Deck, D'accord. pour le contrôle. Et c'était 13h15, Bon, ça va, il n'y a pas trop de temps perdu alors. 1 heure. Voilà. Là, par exemple, il y a actuellement à peu près une trentaine de patients. Une infirmière seule ne pourrait pas aller voir 30 patients dans la journée, prendre les constantes, surveiller le poids, voir l'alimentation et tout. Donc, de toute façon, c'est irréalisable pour une infirmière à domicile. Le docteur Sabatier est celui qui a mis en place le dispositif. Aujourd'hui, il concerne 200 patients par an dans la région. Bonjour Madame Lance. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va docteur? Bien. Pour lui, la télésurveillance, ce n'est pas qu'un moyen de faire des économies. C'est surtout un moyen pour mieux soigner. Parce que les patients reviennent à l'hôpital malgré tout, ils sont moins graves. Et ça, on a pu le montrer dans l'étude qu'on avait réalisée il y a quelques années. Et c'est-à-dire que si le patient finalement se décompense quand même, il va arriver plus tôt à l'hôpital parce qu'il aura pris en compte les signes d'alerte. Et il va rester, alors à défaut de rester moins longtemps, il va surtout avoir moins de complications graves, notamment de décès. Aujourd'hui, la télésurveillance appliquée aux maladies chroniques, comme l'insuffisance cardiaque et rénale, permettrait d'économiser plus d'1 milliard d'euros par an. Alors, professeur Grimaldi, on l'a vu, télémédecine, télésurveillance, c'est pas mal, c'est une solution, c'est voilà, c'est pour vous. C'est une réponse intéressante. C'est une réponse intéressante si elle se situe bien dans une éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire, si c'est une personne très âgée, mettez une personne très âgée, 85 ans, c'est banal aujourd'hui, 90 ans, mettez-la au régime sans sel, vu par le cardiologue, un peu rigide. Bon, elle devient dénutrie. Alors, son insuffisance cardiaque va mieux, oui. Mais enfin, elle chute, oui. Parce que les muscles fondent. Elle ne mange plus. Elle terminera dans sa vie de gériatrie ou avec une fracture du col du fémur. Donc, il faut une individualisation du traitement.
Il faut que le traitement soit individualisé. Ce que vous voulez dire, pour revenir au sujet précédent, c'est bien la télésurveillance, mais si on n'éduque pas le patient, on a le sentiment, et ça c'est peut-être un sujet aussi qui vous intéresse qui vous passionne depuis longtemps, en France, on a plus le réflexe de soigner que de prévenir. C'est un peu ça? Ça c'est vrai, mais c'est pas, là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait ça. C'est que dans la maladie chronique, l'acteur du soin est le patient. L'observance, elle est médiocre, elle est de 50%, c'est-à-dire la prise des traitements par les malades. Le respect de la prescription. Le respect de la prescription, elle est en moyenne inférieure à 50%. C'est pas possible. Par lassitude, par indiscipline, par le fait que c'est vous. Non, par le fait que c'est vous et moi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de symptômes, tout va bien. Par exemple, prenons les choses brutalement. Des hommes d'un certain âge font un infarctus du myocarde, prennent leurs médicaments. Ils ont une panne sexuelle. Ils disent, ça c'est la faute aux médicaments, ils arrêtent le médicament. Ouais. C'est banal. Ouais. Ou bien, j'ai entendu une émission de télévision, mais vous savez, c'est de la chimie, ça nous empoisonne. Alors moi, disent certains patients, je fais une petite cure de purification, donc le week-end je ne prends pas. Ou pendant un mois, je ne prends pas. Alors tout ça, c'est ça fait partie des croyances que nous avons tous. Des croyances de santé, des 1000 raisons. Vous dites à ceux qui vous écoutent là, surtout ne croyez pas à ça et respectez la prescription, quoi qu'il vous en coûte. Et voilà, c'est que vous pouvez y compris pas dire ça aujourd'hui dans les scandales qu'il y a partout, les gens ne savent plus à qui faire confiance. Vous voulez dire pour ceux qui dénoncent ceux qui vont dénoncer, les vaccins vous rendent malade. Bon, en France, on a une campagne anti-vaccin qui est quand même hallucinante. La poliomyélite, c'était une maladie chronique, la poliomyélite, gravissime. Oui. Hein, pour lequel vous êtes responsable de rien. On a un vaccin qui la supprime et il y a des gens qui font campagne contre le vaccin. Bon, l'hépatite B, il y a une campagne pour dire que ça donne sclérose en plaques. Toutes les études montrent que c'est faux. Les gens ont besoin d'une confiance. Professeur Grimaldi, on s'est arrêté là sur l'observance, c'est-à-dire le respect de la prescription. Ouais. Pour notamment améliorer la prévention des maladies chroniques. Absolument. Alors, il y en a d'autres qui ont d'autres solutions. Vous le connaissez, c'est le député Jean-Pierre Door, les Républicains, qui lui, le problème du coût qui augmente des maladies chroniques, il n'est pas compliqué, il va nous le dire. D'abord, on en reparle juste après. Il y a une trentaine de maladies, c'est un système complexe, donc il faut véritablement le modifier. Moi, je préconise la modification, la revisite, si on peut dire, de toutes les affections de longue durée, la trentaine d'affections connues. Il y en a beaucoup qui peuvent disparaître, il y en a qui doivent être retenues, et il faut aussi voir quels sont les critères d'entrée dans la maladie chronique, c'est-à-dire la définir, mais ensuite des critères de sortie. Lorsque l'on est guéri, lorsqu'on est stabilisé, on doit pouvoir sortir du système d'affection de longue durée. Ou alors, il y a d'autres solutions peut-être à avoir, ça a été dit par la direction du Trésor par exemple, c'est de supprimer directement, on l'avait évoqué dans un rapport, supprimer le mode des ALD et le transformer par un autre système qui est un système de prise en charge à 100% de la maladie, mais avec ce qu'on appelle un bouclier sanitaire. C'est-à-dire que l'on donnera un reste à charge pour les patients, mais qui sera voté par la loi, par les plans de finances de sécurité sociale. Alors voilà ce que nous dit Jean-Pierre Door, qui est cardiologue à l'origine, il connaît bien les questions de santé. Donc, pour rembourser moins, supprimons ou baissons le nombre des maladies chroniques. ALD, c'est-à-dire prise en charge à 100%. Des affections de longue durée. Voilà, c'est ça ALD. Le mot ALD. Celles qui sont remboursées à 100% par la Sécu. D'accord. Donc, si le député Door est cardiologue, il doit très bien connaître une étude de 2014, publiée dans la grande revue mondiale, le New England Journal of Medicine, des gens qui ont fait un infarctus du myocarde. On a tiré au sort des patients entre un remboursement 100% et un remboursement partiel. Le remboursement 100% dans les maladies graves entraîne une meilleure observance du traitement, c'est-à-dire un meilleur suivi du traitement. Les meilleurs prennent plus leurs comprimés, se soignent plus conformément à ce qui est prescrit. Ce qui a entraîné moins de récidives d'infarctus, moins d'accidents vasculaires et à la fin, un coût pour l'assureur moins élevé. Donc c'est un mauvais calcul. Dans les maladies graves, le diabète, post-infarctus, et on pourrait le tester sûrement pour d'autres maladies, la gratuité n'est pas coûteuse, mais même économique pour la société, parce qu'elle facilite l'observance. D'autant que nombre de ces maladies graves
le diabète, l'obésité, ses conséquences, surviennent sur des populations qui sont en situation plus précaire ou en bas de l'échelle sociale. Alors, si on croit qu'en les faisant payer, on augmente l'observance, ça c'est peut-être vrai dans la psychanalyse. Hein, vous payez, même si vous n'y allez pas, vous payez, ça vous fera du bien. Mais toutes les études, hein, dans le diabète, il y a de grandes études, en cardiologie, montrent l'inverse de ce que dit M. Dor. Vous avez été très clair sur ce sujet. Je voudrais revenir à, vous le disiez très bien au début de l'émission, ce qui caractérise les maladies longue durée, les ALD ou pas, c'est qu'il y a un avant et un après. Quand on a le verdict de sa maladie, on n'est plus le même. Et c'est vrai, par exemple, dans les conséquences sur la vie professionnelle. On s'en rend pas bien compte, mais c'est le cas. C'est très difficile de conserver son boulot. Voilà, un des exemples de conséquences. Et je voudrais qu'on regarde tout de suite le reportage de Clémentine Gardet, qui est la preuve que c'est une vraie difficulté. Cela ne se voit pas et pourtant Carole est atteinte de fibromyalgie, une maladie chronique. Bouger la fatigue vite et ses membres peuvent être très douloureux. Cette maladie invisible lui a causé de nombreux problèmes dans le monde professionnel, comme ici où Carole a longtemps travaillé. Je n'allais pas manger au restaurant commun parce qu'il y avait trop de bruit. Ce que je ne disais pas, c'est que lorsque j'étais très fatiguée, j'allais me coucher dans les toilettes autour des WC pendant 20 minutes. Personne ne pouvait me trouver là. Ou alors je fermais mon bureau à clé et je m'allongeais sur la moquette. Et c'est impossible de le dire, ça. C'est impossible. Un témoignage rare. Si Carole a accepté de nous confier son histoire, c'est qu'elle n'a plus d'employeur et ne travaille aujourd'hui que pour l'association de malades qu'elle a montée. Alors, pourquoi est-il si difficile de parler de sa maladie chronique au travail? Dans cette association de patients, le directeur a lancé une grande enquête en ligne pour mieux comprendre les points de blocage. J'ai subi du harcèlement dès mon premier arrêt long qui m'ont conduit à être licencié. Il faudrait créer des dispositifs permettant le télétravail pour ne pas être pénalisé par notre maladie quand on souhaite vraiment travailler. Enfin, le milieu du travail, c'est un milieu difficile. Hein, il faut le reconnaître. On a chacun notre poste et notre lot de travail. Du moment où vous êtes assimilé à un malade chronique, on va vous dire oui, mais s'il n'est pas là, s'il n'assure pas son poste, c'est du travail pour moi. C'est les collègues qui vont en pâtir. C'est la hiérarchie. Je ne peux pas lui confier une nouvelle tâche parce que je ne sais pas si cette tâche va être menée à bout. Je ne peux pas lui faire confiance. Est-ce qu'on peut lui donner un service à gérer? S'il n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer dans le service? C'est tout ça, le milieu du travail et l'impact de la maladie chronique. Conséquence, certains employeurs sont parfois tentés de mettre de côté ses salariés. Et pour éviter d'en arriver là, eh bien l'association s'adresse directement aux employeurs. Ça, c'est une lettre à un employeur, voilà, typique. On demande l'aménagement dans le temps de travail. Aménager le temps de travail? Un début de solution pour intégrer les salariés avec une maladie chronique. Une solution parmi d'autres, car elle est loin d'être la seule. La preuve avec Sylvie. Elle a toujours travaillé dans cette usine de volailles près de Mont-de-Marsan dans les Landes. Tout allait bien jusqu'il y a 2 ans, lorsqu'elle a commencé à développer un rhumatisme. Ah, c'est ici. C'est le cartilage qui s'use et le frottement des os me fait mal. Alors, après le travail, je suis obligée de mettre une attelle. Voilà, comme ça. Je dors avec, qui permet à mon articulation de ne pas bouger. Voilà. Bon, au travail, je ne peux pas la porter, c'est pas possible. Finir en ne plus travailler? Ah, si j'avais pas eu la restriction de travail, il est clair que j'aurais été en arrêt de travail plusieurs fois. Oui, sûrement. Une restriction demandée par la médecine du travail. Sylvie doit réduire la cadence. On va dans le sas pour finir de s'habiller, mettre la charlotte, le masque, les bouchons. Voilà, je suis prête à rentrer. Mais dans cette usine, il est difficile de ralentir toute une chaîne de production pour de simples rhumatismes. On fait à peu près une moyenne de 2000 poulets à l'heure. Et là, ça vous fait pas mal? Voilà, c'est le début de la journée, ça va. Ça tire un peu. Au bout de 2-3 heures de travail, ça commence à tirer.
Alors le poste de travail de Sylvie a été aménagé. Et pour soulager sa main, elle alterne entre 2 affectations. Voilà, quand je ne fais pas de découpe, je fais du conditionnement. Là, c'est la mise en barquette des filets. Voilà, c'est tout simple. Les rouler, les mettre dans la barquette. Ça permet de soulager, oui. À l'origine de cette solution, un travail collectif et l'ergonome de l'entreprise. Mais adapter les postes ne résout pas tout. On se rend compte trop souvent, malheureusement, que les salariés vont attendre le plus tard possible pour nous signaler qu'ils ont un problème de santé. Et malheureusement, c'est déjà trop tard, parce que la pathologie initiale a pu se répandre un peu plus dans les membres supérieurs. Et donc, dans ces cas-là, l'arrêt va être un peu plus long. Alors, pour que les salariés n'aient plus peur de signaler leurs problèmes de santé, l'entreprise forme ses responsables sur le sujet. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre en ligne face à moi? Puis une belle ligne, mais en me regardant. La consigne est simple. Si vous êtes d'accord avec ce que je vais vous dire, vous faites un pas de ce côté. Par là. Allez, on fait un essai, d'accord? Ok, ça marche. Si vous n'êtes pas d'accord, on va de l'autre côté. Bon, c'est pas... Jusque-là, tout va bien. Allez. Un salarié atteint d'une maladie chronique, ça se voit. Alors, d'accord, pas d'accord. Pas d'accord, pas d'accord. Alors... Des solutions simples, et pourtant les résultats sont là. Et pas que sur le plan humain. Alors, formation? Mais ça se passe pas mal, ils sont assez contents. Je ne sais pas si tu as eu des échos depuis ce matin. Avant le début de ces démarches, on pouvait comptabiliser jusqu'à 4000 jours d'absence, sachant que nous sommes 420 salariés, donc il faut relativiser le nombre de jours d'absence. Et qu'aujourd'hui, sur l'année en cours, je pense que nous serons aux alentours de 2000-2200 jours d'arrêt. Soit une réduction de moitié des arrêts de travail pour cette entreprise. Professeur Grimaldi, c'est vrai que la maladie chronique, elle a des conséquences sur tout l'environnement de la personne atteinte, mais c'est encore très tabou, hein. On en parle souvent, par exemple, pour les cancers, très tabou d'annoncer qu'on a un cancer dans son boulot, dans son travail, à son employeur. C'est très lourd, c'est presque plus lourd, c'est difficile de dire ça comme ça, mais que quand on a un handicap visible, finalement, non ? Oh, parfois c'est visible et parfois c'est pas visible, et ça peut être visible par les traitements. Vous avez raison, pensez au sida. Ouais. Quand il y a eu l'épidémie de sida, le regard des autres. Comment dire à sa famille, à ses proches, qu'on a cette maladie? Mais même sans parler de sida, comment dire aux autres qu'on est malade, qu'on est affaibli, mais bien sûr, parce que vous suscitez une modification du regard des autres. Ouais. Soit vers la pitié, soit vers, au contraire, la domination, l'arrogance ou la compassion. J'ai pas envie de leur compassion. Hein, on est alors, dans le milieu du travail encore plus, où il y a une compétition. Les gens ne sont pas tous sympathiques. Donc, oui, la maladie chronique est un problème dans le travail. Il suffit de se rappeler que la fonction publique a été interdite aux patients diabétiques jusqu'en 1953. Jusqu'en 1963, les enfants diabétiques insulinodépendants, donc qui se piquent avec l'insuline pour pouvoir vivre, pouvaient être renvoyés du lycée. Ça vient de très loin. Alors, dramatisons pas non plus, ça progresse. Les progrès sont colossaux. Là, vous nous parlez il y a une tolérance, il y a quand même une solidarité dans la société, des changements qui changent. Mais on est loin d'avoir une attitude normale. Voilà, on a une culture qui est quand même une culture de la norme, et quiconque n'est pas dans la norme peut être vécu comme inférieur. Pour conclure, professeur, vous diriez qu'aujourd'hui, la maladie chronique dans notre médecine contemporaine reste une difficulté, que la médecine a du mal, en tout cas, à la prendre en charge comme il le faudrait. Notre système de santé n'est pas adapté aux grands défis des maladies chroniques. Et toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent vont à l'inverse. Donc il y a 3 médecines. Il y a la maladie aiguë bénigne, les cystites, la gastroentérite, les vaccinations, ou les gestes simples, une fracture simple, une opération de la cataracte. Il y a les maladies aiguës graves ou les gestes techniques complexes, les greffes d'organes, l'angioplastie coronaire. Bon. Et puis il y a les maladies chroniques. C'est pas la même médecine. Il ne faut pas le même mode d'organisation. Il faut travailler en équipe. Il faut s'occuper pas seulement de la biomédecine, mais aussi de pédagogie, d'apprendre aux malades à se soigner, de psychologie, d'accepter sa maladie.
hein, et de problèmes sociaux. Alors, la société s'adapte. Il y a des médecins qui, en ville, maintenant, créent des maisons de santé pluriprofessionnelles, travaillant en équipe avec des infirmières, avec des kinésithérapeutes, qui ont un dossier médical partagé. Ils sont 15%, hein, qui disent le paiement à l'acte, c'est absurde. Donc, on s'adapte un petit peu. Ben, il y a des améliorations, mais globalement, on n'a pas pris en charge et on ne conçoit pas la prise en charge médicale de ces maladies chroniques en tant que telle pour elles. Mais absolument, parce que le modèle dominant intellectuellement, c'est l'idée que la médecine devient industrielle, qu'on peut tout mesurer, tout quantifier, tout standardiser. Donc ça va à rebours de... Complètement à rebours. Complètement. Alors on va dans le mur. Ben, quand on y sera complètement, voilà. La première mesure que vous demandez à un ministre de la Santé de prendre pour justement essayer de rééquilibrer ça, une mesure. Une mesure, je vais quand même en donner deux. Je dirais qu'il faut aider les maisons de santé pluriprofessionnelles à se développer sur la base contractuelle, en travail en équipe. D'accord. Deux, il faut réinstituer les équipes qui ont été détruites à l'hôpital public et remplacer la T2A pour les maladies chroniques. Eh ben voilà, ça c'est du boulot. C'est un gros chantier et ça demandera évidemment des reniements à nos politiques, mais c'est ce à quoi vous les encouragez. Merci beaucoup, professeur Grimaldi, d'avoir été avec nous. Et à très bientôt pour un prochain numéro d'État de santé sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Au revoir. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.